Et ben voilà, donc nous sommes prêts à démarrer donc pour cette première édition du festival Bien s'informer en confinement que va vous présenter Anne-Sophie Novelle, dont je rappelle, il est toujours à côté de moi dans mon bureau, l'excellent livre voilà, qui s'appelle Les médias, le monde et moi, et nous, pardon, que vous pouvez vous procurer par correspondance, du coup, parce que les librairies, non, les librairies sont ouvertes maintenant, je crois, elles font partie des boutiques de première nécessité. Premier festival que nous faisons en mode confinement, on s'était demandé quelle suite on allait donner. Anne-Sophie va l'expliquer. On s'est dit finalement, après cette première semaine, on s'est posé tellement de questions face à toutes ces infos contradictoires et à ce chaos qu'on s'était dit que ça serait bien de le faire à la façon du festival, c'est-à-dire en rassemblant à la fois des gens des médias, des experts des médias, mais aussi des scientifiques, puisque désormais, on a besoin d'avoir ces deux pôles. Donc, je laisse Anne-Sophie démarrer et présenter cette première session. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que ce n'est pas trop dur. Moi, c'est la première fois que je fais cet exercice. Je pense qu'on est nombreux dans cette situation en ce moment. Donc, on a ressenti en tout cas un besoin assez fort, surtout depuis 15 jours, d'y voir clair dans l'information qui circule. Et en fait, la première édition du festival qu'on a organisée donc, avec Grande Contrôle, les équipes avec Mathilde, Fred, Élise et Benoît, donc, qui est le papa des robots de Flint, c'était il y a pile 3 semaines. Et donc, c'était l'idée, comme l'a dit Benoît, de faire un format de rencontre imaginé pour essayer d'y voir clair à la fois dans le monde de l'information, des réseaux, mais aussi suite à une année 2019 qui avait été très forte en mobilisation, en débat assez riche sur l'état de la presse, la défiance du public à l'égard des médias et des journalistes. Et là, bizarrement, printemps 2020, on se retrouve maintenant bloqué chez nous à ne dépendre que de ce qui nous arrive via les différents écrans, de ce qu'on peut voir du monde à travers ces nombreuses fenêtres. Donc l'idée, c'est de se dire, il y a beaucoup d'informations diverses, variées, plein de sources, plein de monde qui se met à émettre aussi de l'information. Comment y voir clair et donc, le débat est d'autant plus important aujourd'hui, à la fois sur notre responsabilité individuelle autant que collective. Donc, voilà, les 6 et 7 mars à Grande Contrôle, on avait organisé une journée de réflexion. Comme Benoît l'a dit, on n'a pas fait venir que des journalistes, on a fait venir des scientifiques, des personnes qui sont spécialisées dans l'éducation à l'information aux médias. Je crois même que Serge Barbet, je l'ai vu se connecter ici, donc préside le Clémy. Et cette semaine, c'était justement la semaine de l'éducation à l'information dans les écoles. C'était la semaine du coup qui s'est passée à distance, malheureusement. Et donc, voilà, on a souhaité organiser cette première rencontre en ligne pour essayer de répondre à vos différentes questions. Alors, l'idée, c'était d'avoir des invités avec nous, donc je vais tout de suite vous les présenter. Donc, il y a Grégoire Lemarchand. Bonjour Grégoire. Vous êtes responsable du service de fact-checking, de vérification des faits à l'agence France Presse. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Anne-Sophie, Benoît. Et donc, Gilles Boeuf, scientifique de renommée internationale. Vous avez président du Muséum national d'histoire naturelle, ancien conseiller scientifique auprès de Ségolène Royal pendant la COP 21, et puis maintenant professeur et à Sorbonne Université et à AgroParisTech et à Sciences Po Paris, et très très actif voilà, dans la production intellectuelle. Et vous êtes là aussi pour nous éclairer sur la crise en tant que scientifique que l'on est en train de traverser, voilà, avec aussi ce regard sur notre environnement et la santé et les analyses qu'on peut en avoir. Alors, avant Donc, qu'on ce que je vous démarre, propose… Anne-Sophie, avant qu'on démarre, je vais rappeler les règles du jeu Oui. pour les 100 participants. Je crois que la porte est bloquée parce qu'on ne pouvait pas accepter, on aurait dû peut-être accepter plus de personnes. Donc, c'est participatif. On fait ça comme un atelier, c'est pas une conférence. Donc, vous pouvez poser vos questions et vous pourrez monter en fait sur scène pour poser vos questions. C'est beaucoup plus vivant si vous le faites en vidéo, comme ça on vous verra. Alors, pour poser vos questions, vous avez un petit bouton qui est juste en bas de votre écran qui s'appelle Q et R, comme questions et réponses. Donc, quand vous cliquez dessus, d'ailleurs, nous voyons
que nous avons déjà une question qui n'est pas une question de Caroline Renaud qui dit que le livre est un super bouquin, le bouquin d'Anne-Sophie. Voilà. Et vous posez les questions, on les effacera au fur et à mesure que l'on aura répondu. Vous pouvez poser des questions, aussi intervenir, donner votre avis évidemment sur les sujets que nous aborderons. Et le chat, c'est uniquement pour converser si vous avez pour converser entre vous. Mais les questions, vous les posez bien là-dessus. C'est comme ça qu'on pourra les repérer et qu'on pourra ensuite vous retrouver pour vous passer à l'écran. Voilà. Benoît, est-ce que tu voulais faire un petit point avant de commencer sur un sondage que tu as fait cette semaine auprès de ta communauté, ou est-ce que tu souhaites qu'on en parle plus tard? Alors, je vais en parler rapidement puisque en fait, pour expliquer donc avec la communauté des abonnés Flint, ceux qui sont abonnés au robot Flint Media, qui trient l'information, essayer de faire en sorte qu'on s'informe bien. J'ai posé une question aux abonnés pour savoir comment est-ce qu'ils vivaient l'information aujourd'hui, quelle était leur vision de l'information, qu'est-ce que voulait dire un monde bien informé aussi, quels étaient les problèmes qu'ils rencontraient dans leur information, et puis surtout comment est-ce qu'ils vivaient leur consommation, leur rapport à l'information pendant cette crise. Donc, c'était un sondage qui était ouvert, donc on ne répondait pas à des questions A, B, C ou D, c'était juste la parole était libre. Donc, j'ai reçu 600 messages, mais d'une page chacun. Donc, je les trie depuis hier soir, c'est pour ça que je suis un peu fatigué, je n'ai pas eu le temps de tout traiter. Mais j'ai quelques phrases que je trouve assez fortes, ce qui ressort en tout cas de ces verbatims, tous assez passionnants. C'est qu'il y a un sentiment. Alors, il y a des approches très diverses globalement, parce que chacun s'informe un peu différemment. La plupart, en fait, on se rend compte qu'après une semaine, me disent ils ont un besoin de ralentir. Une fois qu'ils ont eu les principales informations, leur tendance est plutôt de se dire on va sur les sites officiels et on limite en fait l'écoute de la radio et on réserve WhatsApp pour échanger des blagues avec nos copains. Il y a un sentiment plus de saturation, l'impression que ça tourne un peu en rond et surtout une impression que c'est extrêmement stressant, qu'il y a le décompte des morts régulièrement et que ça les fatigue beaucoup. Une vraie inquiétude par rapport aux fausses informations, une impression aussi que finalement que personne n'est d'accord, donc une sorte de sentiment un peu de malaise aussi sur le fait que les scientifiques eux-mêmes ne semblent pas être d'accord. Et il y a également aussi un questionnement sur les sources. Ce qui est intéressant pour terminer sur une des… J'essaie d'analyser en fait les sources qui étaient utilisées par ces 600 utilisateurs et voir lesquelles remontaient le plus possible. Le plus. D'abord, il y a la télévision. Il y a un retour au journal télévisé en disant on s'est remis sur le journal télévisé et plutôt le service public. Pareil pour la radio, on est plutôt sur des radios de service public, notamment France Info. On utilise Twitter, mais plutôt en sélection des comptes scientifiques, des comptes vraiment que l'on connaît. Flint, évidemment, mais ça parce qu'ils sont abonnés à Flint. The Conversation revient très souvent. Dans les médias, dans la presse écrite, c'est Le Monde qui revient quasiment tout le temps, et avec Le Figaro en deuxième position. Le magazine quotidien, donc là c'est l'émission de télé quotidien qui revient aussi pas mal. Ensuite, on va sur les sites officiels du gouvernement, de la préfecture, le site de l'OMS. Et puis, on va voir aussi parfois les youtubeurs scientifiques qui sont présents sur YouTube. Également, l'AFP sur Twitter est pas mal cité. Des newsletters comme Time to Sign Off et Brief Me. Et puis, pour beaucoup aussi, les revues de presse qui sont envoyées par les entreprises. Et enfin, on a aussi l'émission C'est dans l'air qui revient. Et puis également le site de l'Institut Pasteur. Voilà, en gros, l'ensemble des sources sur lesquelles se sont retrouvées les personnes interrogées. Ok, merci pour ce petit point. J'imagine que tu en parles dans la dernière newsletter que tu as fait partir. Non, parce que non, elle parle d'autre chose. Ah, mais on fera un point plus global la semaine prochaine. Bah, super. Notamment avec tout ce qui va être dit aujourd'hui durant cette conférence. Très bien. Alors du coup, pour commencer, je vais peut-être me tourner vers Grégoire maintenant. Je voulais savoir, vous, au niveau de l'AFP, et notamment au service de fact-checking, donc AFP Factuel, comment ça se passe pour vous là, depuis le début de la crise, depuis le confinement? Qu'est-ce qui a changé et dans votre organisation, mais aussi dans le flux de questions que vous recevez, de fake qui circulent? Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit point d'étape, s'il te plaît?
Merci Anne-Sophie et bonjour à toutes et à tous. Euh, je vais essayer de faire court parce en fait, il se passe beaucoup de choses. Évidemment, toute l'équipe fact-checking, vérification est concentrée sur le coronavirus, ce qui n'est pas une surprise. La vraie nouveauté pour nous, c'est que on est submergé de questions. On a toujours reçu des questions, on a toujours fait appel, que ça soit sur Facebook, par WhatsApp, par Twitter, à ce que les gens nous soumettent des choses suspicieuses. Là, il faut faire le tri en permanence parce que c'est en permanence. C'est plusieurs centaines par jour, là où avant on était quand même plutôt à plusieurs dizaines. Évidemment, beaucoup d'inquiétude aussi, et ça ça se ressent beaucoup. Et puis, en tout cas, l'idée enfin, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que les choses ne s'arrangent pas avec le temps en 10 jours. On va dire enfin, un peu plus de 10 jours, 2 semaines maintenant depuis le début du confinement. Et on commence à avoir un petit peu d'expérience et de recul sur des phénomènes. Enfin, voilà, les gilets jaunes, on en a beaucoup parlé sur la façon dont l'information était consommée ou la désinformation circulait. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est rentré dans un autre stade. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Là où autrefois, j'avais la sensation que, par exemple, il n'y avait pas de débat sur la science, sur le scientifique. Aujourd'hui, c'est complètement c'est mis à mal. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez neuf. On n'est pas sur la politique, on n'est pas sur de l'opinion, on est vraiment voilà, c'est-à-dire qu'on ne croit plus en rien. Donc avant les gilets jaunes, c'est je ne crois plus aux autorités, euh, je ne crois plus aux institutions, mais maintenant c'est je ne crois plus les médecins et je ne crois plus les scientifiques. Il y a un peu ce côté-là. Évidemment, j'imagine qu'on en reparlera. Beaucoup de choses sont cristallisées autour de la chloroquine. Il y a 2 semaines, personne ne savait ce que c'était et maintenant tout le monde en parle. Autour de la personne du docteur Raoult. Voilà. Et après, sur un autre plan, pour pas être trop long, c'est vrai que donc je vous ai submergé de questions. Nous, on bat tous nos records d'audience sur notre site. Il y a vraiment dès qu'on publie sur les réseaux sociaux, je ne veux pas dire que c'est aussi viral que les infox, malheureusement, mais en tout cas, ça marche bien. Donc, il y a vraiment une soif de savoir, de vérifier, encore une fois, beaucoup d'anxiété, parce que parfois, c'est quasiment si les gens ne demandent pas une consultation, alors que, enfin, évidemment, nous ne sommes pas médecins, avec des questions ultra précises, voilà. Donc, parfois, on répond gentiment qu'il vaut mieux appeler le 15 parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Et puis, quelque chose, mais qu'on avait vraiment constaté il y a 15 jours et qui a tendance à se calmer un petit peu, mais c'était enfin, un côté mésinformation, c'est-à-dire, vous savez, tous ces messages qu'on a sans doute reçus aussi, que beaucoup de gens ont reçus sur WhatsApp, où les gens pensant rendre service en disant, voilà, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un dans la famille d'un soignant de Wuhan, faites ci, faites ça. Ça, c'était vraiment nouveau dans le sens où j'avais pas l'impression qu'en France, en tout cas à l'échelle française, il y ait eu autant on va dire de désinformation circulant par WhatsApp. Là où on parlait beaucoup de Facebook, là c'était vraiment un phénomène assez neuf sur WhatsApp. Voilà, donc ça c'était une particularité au début, vraiment le côté une désinformation vraiment à l'insu des gens qui, encore une fois, croient bien faire et puis relaient à peu près n'importe quoi. Et puis aujourd'hui, au bout de 15 jours, on voit dans les sujets que tout tourne autour des traitements, avec des théories plus ou moins élaborées, théories du complot évidemment, de dire voilà, Big Pharma complote contre le docteur Raoult, Wuhan, voilà, tout ça, tout est parti d'un laboratoire où les Français et Pasteur et Agnès Buzyn étaient impliqués. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, mais il y a vraiment une vague et une vague qui déferle vraiment et on y met beaucoup de volonté, de moyens, de cœur, mais presque l'impression d'être submergé vraiment de tout ce qui circule. C'est qu'à peine on essaye non pas d'éteindre l'incendie, mais de le maîtriser, qu'il y en a un autre qui s'allume sur un autre front. Et pour terminer, vraiment cette défiance qu'on sentait il y a
il y a un an et demi sur les gilets jaunes envers les institutions, finalement, sur un épisode comme le coronavirus, où à un moment on a pu dire voilà, il y a une forme d'union nationale, etc. En tout cas, à l'échelle de ce que nous, on voit sur les réseaux sociaux, on la sent absolument pas, cette union nationale, et qu'au contraire, toute parole officielle est profondément remise en cause, ce qui, derrière, évidemment, nourrit tout un tas de théories et d'informations, dans le meilleur des cas fantaisistes, et dans le pire des cas vraiment fausses et alarmantes et dangereuses. Mais je crois d'ailleurs que c'est quelque chose qui a été observé dans d'autres pandémies auparavant. On parlait Smiley ou en famille, par exemple, mais il y a un bouquin qui a été publié qui s'appelle La peur en Occident par un historien qui s'appelle Jean Delumeau. Et d'après lui, quand il retrace les différentes étapes par lesquelles une société passe lors d'une pandémie, il y a toujours des constantes depuis des siècles. Donc ça passe toujours par 1, le déni des autorités, 2, la légèreté de la population, 3, la panique et l'exode, 4, le début du confinement, 5, la distanciation sociale, 6, le rejet des malades, 7, l'abandon des rites funéraires, 8, les héros et 9, la recherche de coupables. Donc bizarrement, ce qu'on vit, j'ai envie de poser la question, est-ce que voilà, on parle beaucoup des fake news aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que l'on remarque plus parce qu'on est connecté de cette manière-là et que du coup l'information est devenue une matière, j'ai envie de dire, voilà, est devenue centrale dans nos vies. Est-ce qu'on a un sentiment que c'est une overdose, quelque chose qui nous dépasse maintenant? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui existait auparavant aussi? Peut-être que d'ailleurs Gilles pourrait avoir un regard là-dessus. Surtout que j'ai une question d'Antoine qui dit est-ce que la propagation de l'information et le comportement cellulaire ne sont pas un peu identiques? En d'autres termes, dans quelle mesure la viralité biologique et la vérité de l'information sont deux notions semblables ou non? Rapidement, en tout cas, de mon côté, enfin, effectivement, le confinement fait que les gens passent beaucoup plus de temps en ligne, évidemment. Donc, et on est tous dans un moment inattendu de stupéfaction. Il y a un mois, ou même 3 semaines, cette hypothèse-là de confinement nous aurait presque paru fantaisiste ou limite de la science-fiction. Voilà, et il y a vraiment un côté oui, de panique, qui fait que je pense que les gens voilà, cherchent comme vous le décriviez, voilà, cherchent des explications, cherchent des coupables aussi. Et là, on n'est pas à la fin de la pandémie, mais on cherche déjà les coupables. Et il y a encore une fois vraiment l'idée que en tout cas les gens qui ont des biais au départ, etc., là, sur un genre de crise aussi grosse, de toute façon, ne sortent renforcés. Et encore une fois, je suis assez stupéfait du fait que aujourd'hui, alors les gens plaisantent, on le voit beaucoup sur Twitter en disant oui, ça y est, maintenant tout le monde est docteur en médecine, mais je suis stupéfait de ce que le docteur Raoult, en quelques publications, voilà, est devenu une espèce de, je ne sais pas si c'est gourou, mais en tout cas, voilà, je veux dire, voilà, beaucoup de scientifiques de tous les pays ne disent absolument pas que c'est un imposteur, c'est un scientifique de renom, mais disons qu'il va beaucoup trop vite, quoi. En tout cas, sans respecter les standards scientifiques, etc. Mais voilà, le personnage aujourd'hui est vu de plus en plus voilà, comme le phare, en tout cas le seul qui dit la vérité, un peu le lanceur d'alerte, je ne sais pas comment on pourrait, le Julian Assange du coronavirus. Et je n'aurais pas pensé il y a quelques semaines que quelqu'un comme ça pouvait tout bousculer d'un coup. On a quelques questions des questions qui commencent à s'accumuler. Alors, je ne peux pas vous mettre en vidéo parce que je ne comprends pas comment ça marche, mais je vais trouver. Une question de Paul Nguyen sur ce sujet. Il y a les pandemic bonds en ce moment sur le réseau. Qu'est-ce que les pandemic bonds? Grégoire, moi, ça ne me dit rien, malheureusement. On peut peut-être demander à Paul de nous expliquer ce que c'est. Non plus. En tout cas, Gilles, est-ce que par rapport à la question de tout à l'heure sur la similarité de la viralité des cellulaires et de l'information, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'es déjà penché? Non, pas vraiment. Tu sais, maintenant la mode, c'est de tout effectivement ramener
On parle d'écosystème industriel, d'écosystème d'entreprise, on parle d'ADN d'entreprise. C'est des images qui me gênent un peu, moi, en tant que biologiste. L'entreprise, elle n'a pas d'ADN. Ou si elle en a un, c'est l'ADN des gens qui ont fait cette entreprise et puis qui la font marcher, bien évidemment. Donc, tout à l'heure, j'écoutais notre ami Grégoire qui racontait tous ces amalgames que l'on fait. Bon, c'est vrai que c'est très compliqué. Hein. Moi-même, hein, je me tiens au courant de tout ce qui se passe, mais l'histoire de l'invention par un laboratoire, c'est du délire total. Hein. Qu'on m'explique l'intérêt pour un laboratoire de fabriquer un virus qui va emmerder tout le monde. J'attends qu'on me l'explique. Hein. Tout ce genre de techniques amènerait à s'auto-attaquer soi-même, puisqu'un virus, de toute façon, n'a pas de frontières, on le voit bien dans ce qui se passe aujourd'hui. Non, bon, il y a 2 points sur lesquels je voulais revenir de façon claire. C'est que, comment est née cette épizootie? Elle est née sur des marchés chinois à Wuhan, une ville où je suis allé, que je connais. Et on sait que les marchés chinois, aujourd'hui, accumulent sur des surfaces petites, dans des conditions de salubrité monstrueuses, dans des conditions incroyables, des animaux qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et là, c'est clair que les travaux qui ont été faits sur la biologie moléculaire du virus, il faut quand même bien voir que ce petit virus, il a 15 gènes. 15. Et 15 petits gènes emmerdent toute l'humanité aujourd'hui. Ça, il faut quand même bien le dire. Comment on en est arrivé là? L'humain, nous, on a à peu près entre 25 000 et 30 000 gènes. Il en a 15. Bon, il emmerde tout le monde. Il est né dans des conditions très particulières qui n'auraient jamais dû se produire. C'est un incident, c'est la biologie qui l'a créé, ce n'est pas un laboratoire particulier, hein, de la promiscuité d'animaux qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qu'on a mis en promiscuité dans des conditions absolument déplorables. C'est lié aussi, bien sûr, à l'énorme industrialisation des élevages qui font qu'aujourd'hui, ce n'est pas la première pandémie, ce ne sera pas la dernière, ça n'est toujours, regardez d'où elles viennent ces pandémies. Hein. Il y a eu le SRAS, il y a eu le MERS, H1N1, hein, la grippe espagnole, elle tue quand même, on ne sait pas, 50 millions de personnes en 1918-1919. Ça n'est toujours à partir effectivement d'élevages qui sont beaucoup trop denses en fait, avec des animaux maltraités dans des conditions pas possibles. Donc ce n'est pas les animaux qui sont responsables des pandémies, ce sont les traitements que les humains font subir à ces animaux. Et ça part de la biologie. Et un petit incident qui aurait dû rester extrêmement confiné, à cause de la mondialisation, moi j'ai écouté beaucoup Grégoire, il avait raison, en 3 mois, il fait le tour du monde. Je voyais ce matin, il y a 103 pays touchés, reconnus, donc ils ne savent même pas s'ils sont touchés, donc c'est du délire complet. C'est l'activité humaine, je dirais, l'énorme imbécilité d'aller traiter des animaux de façon inconcevable, 2, de la mondialisation. Je regardais, les avions sont au sol, on me disait en ce moment, c'est 20 000 avions qui volent en même temps dans le ciel de la planète. C'est possible de continuer comme ça? C'est des vraies questions. Comment un incident devient mondial aussi rapidement que ça? Alors, qu'est-ce que peut dire un scientifique? Moi, je suis écologue, je ne suis pas médecin, hein, donc je ne rentre pas dans les polémiques médicales. Ce que je dirais simplement, c'est que pour un écologue, c'est intéressant. J'ai fait un papier dans le Sud-Ouest cette semaine, justement, où je montre un peu mon ire lié à la genèse d'une telle pathologie. Deuxièmement, à sa libération, cette pathologie dans le monde entier à une vitesse hallucinante. Hein. Il y a eu des pandémies dans le passé, hein, les pestes noires, bien sûr, même la grippe espagnole, ça mettait quelque temps. Là, ça met 3 jours. Pourquoi l'Italie est-elle touchée? Il y a une grande colonie chinoise dans le nord de l'Italie, c'est arrivé là. Comment la France, dans l'est de la France, a été contaminée par des gens qui se sont réunis de façon vraiment pas il ne fallait pas qu'ils se réunissent à ce moment-là, peut-être qu'ils ne le savaient pas, et qu'on lançait quelque chose. Donc, c'est tout ça. Nos comportements amènent à ce genre de situation. Donc, pour un écologue, c'est aujourd'hui arrêter, réfléchir vraiment à ce qui se passe. Comment traiter? Je vais prendre simplement 2 exemples. Je regardais la mortalité tout à l'heure en Italie, en Espagne. Nos collègues espagnols vont payer très, très cher cette pandémie. Nos amis italiens aussi, bien sûr. Hein. Taïwan, j'étais il y a quelques temps. Taïwan, 23 millions d'habitants, tout près de la Chine. Un mort. Alors, comment ils ont fait? Hein, le virus est venu comme partout ailleurs, plus vite encore que chez nous. Donc, il y a des façons de prendre ces pandémies, mais pour ça, il faut une préparation. Et quand on me dit on ne savait pas, moi, je reprends les textes de l'OMS en 2003, lors de la pandémie qui s'était produite. On a une en 2003, une en 2009, et puis celle qui arrive maintenant aujourd'hui. C'était écrit, nous aurons des pandémies de plus en plus inquiétantes et dangereuses pour l'humanité. Donc, il faut nous y préparer. Et ce que je constate, c'est qu'il y en a qui sont mieux préparés que d'autres dans leur réaction. Hein. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Je ne jette la pierre à personne. Ce n'est pas du tout mon style. Hein. C'est pas ça du tout. Après, sur les traitements, pour répondre à Grégoire, moi, je dirais qu'on a dit qu'on était en guerre. Alors, en temps de guerre, je teste ce qui peut marcher. Hein.
hein. Donc, je ne jette l'anathème sur rien du tout. Est-ce que ça a été fait dans des conditions, probablement pas les conditions qui nous permettent effectivement de tout sortir, mais tentons ce qu'on peut faire. C'est extrêmement important. On a des vies à sauver. Et ma pensée actuelle en scientifique, c'est tous mes amis, j'ai plein d'amis médecins qui sont aujourd'hui au bloc et dans les salles de réanimation, qui travaillent dans des conditions monstrueuses. On les a abandonnés. On n'a pas préparé ce genre de situation. Alors maintenant, on peut s'apitoyer là-dessus. Ce qu'il faut, c'est qu'on réagisse de la meilleure façon possible. Alors, le confinement, certains ont plus confiné que d'autres. Par exemple, moi qui fais beaucoup de vélo, qui aime bien le vélo, j'ai pas le droit d'en faire. Mais légalement, faites du vélo. C'est bien meilleur que ne pas en faire du tout. Vous êtes tout seul, vous êtes dans la nature, vos poumons marchent bien, et c'est bien meilleur que tout ce qu'on veut. Donc, mettons-nous d'accord, je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que confiner des gens qui sont sains, ça me pose un problème quand même. Surtout s'ils sont confinés avec des gens, effectivement, qui, eux, ont pu être contaminés. Les contaminations vont encore beaucoup plus vite. Maintenant, il faut qu'on continue ce qu'on a commencé, c'est bien évident, hein. La vraie question, c'est le problème des masques, je ne vais pas y revenir dessus. Ce n'est pas de la science, ça. C'est vraiment du bon sens, hein. Sans masque, nos amis taïwanais ont eu des masques dès le début pour tous. Et puis les tests, hein. Les PCR pour détecter effectivement la présence de l'ADN, de l'ARN, c'est un virus ARN du virus. On sait faire ça en France, on est un pays qui est extraordinaire en biologie moléculaire. Alors, on fait des tests. Comment on va faire la reprise, hein? Moi, je suis chef d'entreprise aujourd'hui ou chef d'établissement scolaire. Comment je fais? Qui j'accepte pas? On fait des tests pour tous. Ceux qui sont sains reprennent du boulot. Et ceux qui ne sont pas, on peut reconfiner encore quelques temps, jusqu'au moment où, même ayant été porteurs, ils sont plus dangereux pour les collègues qui sont à côté. Au contraire, s'il y a beaucoup de gens qui ont eu un contact avec le germe et qui s'en sont bien sortis, ces gens-là sont intéressants dans l'immunité globale de la population. Donc c'est là qu'aujourd'hui, comment on va faire? Dans quelles conditions? Et encore une fois, je jette surtout l'opprobre sur personne. C'est tellement compliqué. N'importe qui dans cette situation-là aurait eu ces difficultés-là. Je pointe simplement deux choses. Pourquoi certains s'en sortent beaucoup mieux que d'autres? Et ce n'est pas par hasard, bien sûr, hein. Singapour aussi, c'est pas mal sorti. Le Japon, on regarde un petit peu comment ça se passe. Et enfin, pour revenir à la situation en France, on suit l'Italie à peu près exactement depuis le début, avec 9 jours de différence. Donc, il faut qu'on regarde vraiment ce qui se passe aujourd'hui. L'inquiétude, arrêtons aussi les conneries, je pèse mes mots, hein. Le virus a été inventé par des gens, et je ne sais pas pour qui, pour traiter quoi, dans quelles conditions. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Simplement, aujourd'hui, comment on fait tous collectivement pour s'en sortir avec le plus grand respect des choses? Ce qui m'énerve aussi en citoyen, c'est que je vois une pauvre infirmière qui, sur sa boîte aux lettres, a un petit mot lui disant « Allez habiter ailleurs, vous allez nous contaminer ». C'est monstrueux. C'est comme ces gens-là qui, aujourd'hui, vont permettre de sauver un maximum de personnes. Donc, ramener là-dedans de la décence. Et le confinement, je comprends aussi, j'arrêterai là-dessus, que c'est très compliqué, hein. Je voyais, par exemple, des cas de violence conjugale qui reprennent aujourd'hui. Je me mets dans la tête d'une pauvre fille qui, déjà, avec un mec compliqué à supporter, doit le supporter tous les jours, c'est pas très simple. Les enfants, confinés, je voyais une famille à 5 sur 50 mètres carrés. L'autre jour, une dame qui venait d'accoucher il y a quelques jours sur un appartement tout petit. C'est extrêmement compliqué. Et plus ça dure, plus c'est compliqué, hein. Donc voilà, simplement pour vous dire qu'il y a plein de bêtises qu'il faut balayer parce qu'on en a marre d'entendre ça, en fait, hein, et de colporter ça. Et puis le reste, tous, hein, avec un maximum d'union, soutenir nos soignants, bien évidemment. Et puis aussi, s'il y a des choses à tester pour que ça aille plus vite, allons-y. Benoît, il y a pas mal de questions qui ont été posées là depuis que Gilles parle. Je te laisse. Alors moi, il y en avait une qui me paraissait assez intéressante, qui était de comprendre pourquoi les gens, alors ça peut être plus pour Grégoire, mais en gros, pourquoi les gens cherchent des informations et se comportent plus souvent comme des consommateurs alors que l'information étymologiquement correspond à la formation d'idées. Ne confondons-nous pas l'outil, l'information et son objectif, la connaissance? Vaste question. Vaste question, oui, effectivement. La question, je crois, c'est en résumant, c'est est-ce qu'on n'est pas trop passif finalement devant l'information. En tout cas, au risque de me répéter, moi, ce que je constate, c'est que dans ce moment de stupéfaction et de panique, les gens réagissent instinctivement. Encore une fois, sans prendre de recul, et ont tendance, et c'est ce que je disais tout à l'heure, à partager sans réfléchir finalement, et à pas se poser de questions, en ayant toujours l'impression de faire souvent œuvre de bien, voilà, pour protéger son prochain, sa famille, ses amis.
sans se dire sans penser que derrière, en tout cas, voilà, effectivement, il y a des choses qui sont plus ou moins crédibles et qu'il faudrait effectivement, ça serait, enfin, oui, effectivement, je pense que les gens prennent pas suffisamment de recul, encore une fois, parce qu'ils sont ils sont un peu dans le moment de stupéfaction et de panique. Je prends un exemple aujourd'hui. On n'arrête pas de recevoir, les équipes factuelles, on n'arrête pas de recevoir un lien vers une vidéo YouTube de quelqu'un qui n'est ni scientifique, ni médecin. Il se présente lui-même comme je crois, importateur d'ananas en Suisse. Il fait une vidéo qui fait plus d'1 million de vues sur YouTube et qui continue à voir son audience croître. Donc, il n'a aucune expérience scientifique, aucune qualification, mais il fait une vidéo en disant très, très anxiogène, où il raconte que le coronavirus ne frappe pas une fois les patients, mais 2 fois, voire 3 fois, et que la 2e et la 3e fois sont beaucoup plus graves. Donc, cette vidéo est très anxiogène. Il dit ça c'est quelqu'un qui est à l'aise devant la caméra, Oui, sur un ton très docte, oui. très, très scientifique. Oui, Et ça marche. Hein. donc, ce que je voulais dire, c'est qu'un kidam qui a fait une vidéo qui n'a aucune qualification précise arrive à semer un peu l'anxiété et la panique. C'est dire à quel point finalement les gens sont vulnérables et dans leur recherche d'informations sont prêts à consommer à peu près n'importe quoi. Et c'est très difficile de lutter contre ce genre de phénomène qui, encore une fois, met tout le monde Alors, il y a Pierre, vous m'entendez sur des problématiques, sur des sujets difficiles. Je suis désolé, je perds le fil de ce que je dis parce que j'ai des gens qui me parlent en même temps. Juste pour terminer, pour répondre à Gilles Boeuf qui demandait quel est l'intérêt pour les gens de dire que le virus avait été inventé par l'homme. En fait, c'est très simple. Il y a beaucoup de théories du complot qui, derrière là-dessus, c'est pour vendre des vaccins après. Vendre des vaccins par millions et par millions. Voilà, tout simplement. Voilà. Il y a une question de Pierre Abruzzini qui dit « Comment analysez-vous la conférence de presse du gouvernement d'hier, qui fait qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs? J'ai été étonnée car je l'ai trouvée très bien faite, très pédagogique, un bon résumé de tout ce qu'on a pu lire. Malgré cela, cette parole ne semble plus du tout peser sur les gens. » C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont essayé de changer un peu de stratégie de communication. Je ne sais pas comment les journalistes ont pu l'analyser aussi en termes d'exercice, de transparence, peut-être de réponse à cette défiance. Voilà. Après, la défiance, pour moi, a toujours existé de tout temps, mais c'est vrai que là, elle touche maintenant l'ensemble des institutions et comme vous l'avez rappelé, notamment les scientifiques qui étaient jusqu'à maintenant quand même pas parmi les plus touchés. Alors, juste un petit point technique, je viens de trouver enfin comment on pouvait faire intervenir nos amis du public sur scène. Donc, je vais permettre à Pierre, s'il veut s'exprimer, pour contextualiser, préciser sa question. Allô, Pierre? vous m'entendez? Oui, très Allô, bien. ouais. Bonjour à tous, bravo et merci pour ce live. Super la photo, génial. La photo du compte Gmail, voilà. Bref, non, moi j'ai été étonné sans aucun parti pris politique par la conférence de presse hier. J'ai trouvé plutôt bien foutu, en fait, assez clair dans ce qu'il disait. Bon, il y avait un sous-texte à lire aussi, mais malgré ça, en fait, ce qu'on a vu sur les réseaux derrière, c'est on nous cache tout, on nous ment, on nous dit rien. Et je suis très étonné, en fait, que les gens aient encore une perception en se disant on nous ment, alors que c'est dramatique pour l'économie française et que le gouvernement ne s'amuserait pas trop à mentir ou quoi que ce soit sur ce qui se passe réellement dans cette pandémie. Et ça, vous l'analysez comment, en fait, cette défiance de la parole publique? En fait, je suis d'accord avec vous que hier, la conf de presse était un petit peu différente. Mais je crois que là, ce que vous venez de faire, Pierre, c'est une analyse rationnelle des choses. Et on n'est plus dans la rationalité. La défiance envers les institutions
elle est telle, et c'est les politiques, hein, mais pas seulement, hein, c'est les médias, c'est l'AFP dont je fais partie, etc. Elle est telle qu'on n'est plus dans le rationnel et aujourd'hui, je vais pas dire qu'il est trop tard et il faut pas dire que tout est fichu, mais bon, là, il y a eu, Gilles Boeuf en parlait tout à l'heure, il y a quand même eu des gros problèmes de communication dans le gouvernement. Je veux dire, ça a virevolé, enfin, on a changé de les masques, ça sert à rien, ou il nous en faut des millions, et pareil pour les tests, etc. Donc tout ça est interprété comme, enfin, côté d'un gouvernement complètement incapable qui ne pense qu'à lui, qu'à sa survie, etc. Et puis, encore une fois, ce que vous dites hier, c'est-à-dire vous avez ressenti voilà, quelque chose de pédagogique, de clair, etc. N'a pas, enfin souvent effectivement, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, et pas du tout vu comme ça, et vu vraiment comme bon. Alors en plus, il se trouve que pour des raisons sanitaires évidentes, il n'y avait qu'un seul journaliste qui était présent, qui était le journaliste de l'AFP, qui a posé un certain nombre de questions, qui étaient la plupart transmises par ses collègues, mais ça a été vu par regardez, ils nous contrôlent un peu plus, ils ne mettent qu'un journaliste. Voilà, donc on est en mode Pravda, etc., etc. Donc j'ai l'impression que oui, encore une fois, on n'est pas dans le rationnel. On n'est pas dans le rationnel. Je suis d'accord que d'un côté, on dit le gouvernement est obsédé par l'économie, ne pense qu'à ça, il ne pense qu'à faire du pognon. Et puis effectivement, là, tout ce qu'il est en train de faire va à l'encontre de son supposé objectif. Mais je crois qu'on est sorti de cette ère de… Enfin, si tant est qu'on l'ait déjà été, mais on est vraiment sorti de la rationalité. C'est ça qui est compliqué. Et voilà, je me répète, et Anne-Sophie le disait tout à l'heure, voilà, même aujourd'hui, les scientifiques ne sont plus… ne sont plus écoutés. Voilà, y a un côté, voilà, de toute façon, toute voix d'en haut est une voix qui nous raconte des salades. Alors, il y a beaucoup de réactions là depuis qu'on discute. Il y a beaucoup qui confirment le fait qu'en effet, c'est une défiance qui existe à l'égard des politiques et qui date de bien avant cette crise sanitaire, ainsi que des incohérences de leur communication. Mais ça, je pense que tout le monde est un petit peu d'accord, malheureusement, pour eux. Il y a une question que je trouve intéressante, peut-être qu'il faudrait qu'on profite pour en parler, de dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la viralité des fake news est plus forte que celle des fact news. Ne peut-on pas utiliser les mêmes outils, les mêmes ressorts pour contre-communiquer? Ça, je pense, ça fait partie de votre métier quand on fait de la vérification des faits. Je ne sais pas si Gilles, de ton côté, tu as des exemples aussi de communication scientifique qui peut-être ont dû être contrebalancés, et comment ça se passe, combien de temps on met. Peut-être qu'en 5 minutes, on peut détruire aussi le travail fait pendant plusieurs années pour faire passer un message. Enfin, ça fait partie des questions récurrentes, mais comment est-ce qu'on explique ça? En science, c'est connu depuis très longtemps que, en fait, un résultat scientifique, de la façon dont il est présenté, peut amener à des controverses compliquées. En fait, la controverse scientifique, elle est naturelle. Ce que je n'aime pas, c'est la polémique. Il y a quelqu'un me dit effectivement, il faut bien faire attention à bien séparer ce qui est scientifique de l'opinion. En ce moment, j'entends énormément d'opinions. Monsieur Trump, il passe son temps à donner des opinions qui sont les siennes. Bon, donc comment est-ce qu'aujourd'hui… La science n'est pas une opinion. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut trancher, qu'est-ce qu'on ne peut pas trancher? Et la science, n'est pas tout. Moi, je ne voudrais surtout pas un pays dirigé par des scientifiques. Hein. Ce n'est pas leur métier. Ils sont pas prêts à faire ça. Simplement, je pense que les écouter, c'est important. Mais il faut que l'information soit pluraliste. Là, on assiste à des choses aujourd'hui où des scientifiques, je ne sais pas si c'est malgré eux, je pense que malgré eux, se retrouvent sur des scènes dans des conditions qui sont en train de très compliquées. Mais encore une fois, moi, je repense au médecin de base qui est en train d'intuber un patient et qui se pose la question, je peux faire celui-là et pas celui qui est à côté, sur quels critères je choisis? Ça, c'est terriblement difficile. Hein. Donc aujourd'hui, la science doit apporter un éclairage, mais à partir de ce qu'on a. Et moi, je reviens en écologue, ce qui m'intéresse, moi, c'est la genèse de la pathologie et la vitesse de sa dissémination. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas tout analyser scientifiquement. Hein, c'est en train de se produire. Il y aura du temps d'analyse de la situation. Mais déjà, moi, je pense à la prochaine pandémie. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'y prépare. Il y avait un beau papier dans Le Monde, une tribune de Jean-François Toussaint la semaine dernière, où il disait, bon, ce virus, il est infectieux, ce virus actuellement, le coronavirus. Il est dangereux. Mais on peut avoir bien plus grave que ça. Hein. Vous savez, ce qu'Ebola tue dans des conditions incroyables, même le H1N1 de la grippe espagnole. Hein. Donc, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui de façon globale
en continuant ces activités justement de mondialisation, de beaucoup trop de relations partout en permanence et de confinement animal, confinement desquels vont sortir les nouvelles pandémies, on réfléchit pour changer notre façon de faire. Et c'est vrai qu'on disait effectivement l'économie a toujours été mise, mais quelle économie encore une fois? On relisait Gaël Giraud, il y a de très belles, de très beaux textes qu'il a fait récemment. Quand ça va repartir, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va relancer le système? J'écoutais encore l'autre jour quelqu'un qui disait, mais vous comprenez là, il ne faut pas taxer le kérosène, on ne s'occupe plus du climat. Croyez-moi, le changement climatique va être beaucoup plus impactant qu'une pandémie comme celle-là. En plus, elles vont être conjuguées, donc, parce que ces pandémies ne sont pas non plus entièrement étrangères à ces conditions de changement total de la biodiversité qui s'effondre et du climat qui change. Donc, aujourd'hui, il est grand temps de réfléchir, d'arrêter uniquement de prendre des opinions. Et ce monsieur, je ne sais pas qui est-ce qui me pose la question là, bien sûr qu'il faut une expertise scientifique. Maintenant, encore une fois, hein, pas dans… C'est compliqué de faire une bonne expertise dans des moments effectivement aussi difficiles où l'émotion prend le pas sur beaucoup de choses aujourd'hui. Grégoire, donc du coup, en effet, peut-être une réaction à la fois sur… alors, Eric, juste, tout le monde est un dessinateur humoristique qui nous suit depuis le début avec Bien s'informer et il nous a proposé d'être en ligne avec nous aujourd'hui pour vous passer des petits dessins qu'il fait en live. Donc, c'est pour ça que votre écran change, mais je ne vois pas encore le dessin, Eric, mais on te voit. Enfin, on est en train de te voir. Juste pour continuer sur la conversation, donc, c'était sur la viralité des fake news. Pourquoi est-ce que ça va plus vite que la viralité des fake news, des faits avérés? Et j'aimerais reboucler ça avec une autre question, toujours sur le fait scientifique. Voilà, on dit que il y a Yannick qui dit voilà, c'est peut-être plus récent dans le monde biomédical, mais c'est vrai qu'on le connaît depuis longtemps sur le nucléaire et le climat. Et ça, je pense que Gilles, tu as dû le connaître aussi un petit peu, et notamment aussi au niveau de la COP21, quand tu as travaillé avec Ségolène Royal, il y a eu beaucoup pendant longtemps, et encore un peu maintenant, ça a muté de problématiques à ce sujet. Pour répondre à la première question, évidemment, enfin, ce que je veux dire, c'est que désinformer, que ce soit sur le coronavirus ou autre chose, c'est très simple. Il suffit d'une photo, de 3 emojis et de dire attention, on va tous mourir. Je caricature, mais c'est extrêmement simple de désinformer, de faire passer un message anxiogène. De dire que effectivement on a inventé le virus pour vendre des vaccins, etc. Mais ensuite de prendre ça et d'expliquer que les choses sont différentes, les choses sont nuancées, ça prend du temps. Et puis, quand on entend combattre la désinformation, on ne peut pas y aller, j'allais dire, sans prendre le temps d'avoir la réponse idoine. Donc, j'allais dire que la désinformation, elle est quelque part, elle est sexy, elle est facile à faire, et tandis que le rôle du journaliste qui fait du fact-checking, c'est un peu c'est pas très sexy, c'est apporter de la nuance, c'est de dire que tout n'est pas noir, que tout n'est pas blanc, que y a voilà. Quand tout le monde nous pose des questions tous les jours, et la chloroquine, sachant que bon, on a des journalistes spécialisés, scientifiques, santé, mais voilà, que de toute façon, sur la chloroquine, on ne peut apporter que des réponses nuancées. Oui, il y a des tests, oui, il y a des choses, mais on ne peut pas dire la chloroquine va sauver la planète de la pandémie du coronavirus. Et voilà, c'est donc entre des gens comme nous qui vont dire, eh bien, il y a des essais, attendons de voir ce qui se passe, et comme disait Gilles Boeuf, testons et on verra. Et quelqu'un qui va vous dire la chloroquine, ça va sauver le monde, les gens vont cliquer sur la chloroquine, ça va sauver le monde. Donc, c'est compliqué. Et puis, évidemment, derrière, comme il y a les mécanismes des réseaux sociaux que tout le monde connaît, où, encore une fois, voilà, la viralité va extrêmement vite, et nous, on est toujours en train de courir derrière, en fait. Et c'est et même si, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, et même si sans être partenaire, on a des rapports étroits avec les principaux réseaux sociaux pour faire en sorte que, par exemple, les fact-checks soient mieux mis en valeur, on n'arrive pas à faire de miracle, quoi.
Alors, je continue à faire remonter vos questions. Là, il y avait une question de Thomas Oudaille qui dit il me semble que les médias sont en retard sur l'analyse de l'information par rapport aux réseaux sociaux et autres. J'ai eu l'impression que BFM comme France Info ont tardé à analyser les options de la stratégie de lutte contre la crise. Confinement versus dépistage, traitement, quarantaine. Quelle responsabilité? Alors, je ne suis pas sûre de… J'ai mis Thomas peut-être Ouais, si contextualiser Thomas, cette tu veux question. Il préciser. est sur scène, Thomas. Oui, merci. Bonjour à tous. En deux mots, je trouve que ça manque de débat, puisqu'en fait, il y a un espèce de débat sur les réseaux sociaux, mais qui n'en est pas un, puisque comme on l'a dit, c'est beaucoup sur des opinions, des impressions, etc., avec toutes ces théories du complot qui occupent un espace médiatique hyper important. Moi, j'ai trouvé que dans les médias, entre guillemets, sérieux, qui avaient cette responsabilité de creuser le sujet, on restait aussi pendant pas mal de temps sur l'écume et que moi, je trouve qu'il manque aujourd'hui un vrai débat où on va au bout de la question. On ne peut pas avoir toutes les réponses sur la chloroquine, mais la stratégie du gouvernement actuel, elle peut se questionner. On peut dire, oui, il y a des options avec du traitement, il y a des options de confinement. Je pense qu'on est… voilà, de mon point de vue, c'est une responsabilité aujourd'hui des médias de faire ce travail de débat que ne fait pas le gouvernement parce qu'il fait son boulot et que dans une période de crise, on peut comprendre qu'il faille avancer comme un seul homme. Mais moi, je trouve que ce qu'on entend beaucoup quand on va chercher de l'info sur les réseaux sociaux, ou comme on le fait avec Flint, on trouve ce niveau d'analyse qui est hyper intéressant avec des comparables internationaux sur les stratégies, etc., avec des chiffres. Et aujourd'hui, ce travail, il est inexistant. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, que ce soit sur France Inter ou sur BFM, pour citer deux grandes antennes qui ont de l'impact. Et voilà, et donc je me demandais ce que vous en pensiez. Oui, alors, je vais avoir du mal à parler de BFM et de France Inter. Moi, j'ai pas forcément la même impression. On reproche, j'ai l'impression qu'on reproche souvent aux médias d'aller beaucoup trop vite et justement au contraire, j'ai l'impression que la presse reste assez nuancée pour le moment et qu'il y a du débat. Je suis un peu, je suis pas très à l'aise avec votre question. Je suis désolé parce que je comprends pas bien ce que vous voulez dire en fait. Je peux préciser en un mot? Ouais, je suis désolé, mais juste pour préciser en un mot, ouais. Et ça va dans le sens de la démarche Flint et autres, c'est que mon impression aujourd'hui, c'est que ce travail d'approfondissement n'est pas fait et qu'on reste sur un niveau de questions-réponses sur 1, la chloroquine, 2, le confinement, 3, les morts. On est dans un traitement médiatique très, je dirais, de l'instant présent, même si on peut comprendre qu'il y a un temps et que 80% du débat ou des médias soient là-dessus, parce que c'est aussi important de le savoir. Moi, je n'ai pas trouvé un débat avec une analyse approfondie comme on en rêve avec Flint, un média qui soit capable d'apporter des faits et d'avoir du débat autour de ces faits. Aujourd'hui, la stratégie française, elle pourrait être complètement différente en matière d'équilibre, confinement, tests, dépistage, etc. Au-delà des aspects matériels qui sont une des composantes du débat, et aujourd'hui, c'est le seul sujet. Ah, on a été nul, on n'a pas prévu les masques, etc. etc. Mais moi, mon analyse, c'est que je trouve qu'on manque de ce type de débat, en tout cas de ce niveau de profondeur de débat. Là, j'avoue, pour être très honnête, je suis très focalisé sur mon travail avec mon équipe, donc j'ai du mal à avoir une vision plus globale de ce qui est présenté, dans les médias. Bon, voilà, je suis désolé, je ne peux pas vous en dire plus. Après, ça pose plus la question de… Enfin, je pense que moi, j'échange pas mal avec les équipes du Monde en ce moment. La rédaction, une bonne partie de la rédaction est confinée également. Donc, les conditions de travail sont aussi
assez difficiles, différentes. Il faut un temps d'adaptation et de fait, dans le travail de terrain, ça change un petit peu la donne. Donc, c'est une situation qui est également inédite dans la façon dont fonctionnent les journalistes, les conférences de rédaction. Après, je pense qu'il y a quand même des médias qui font bien leur travail. Et d'un côté, on leur reproche d'être trop rapide et parfois de prendre trop de temps. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un décalage et que la réponse est peut-être toujours un peu compliquée à avoir, mais il y a quand même des médias qui font cet effort. Après, là, je vois, il y a des questions qui remontent. Par exemple, il y en a qui disent sur Didier Raoult, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas alors, qui c'est qui a posé cette question? Je l'ai vu passer. Alors, c'est Michael Guérin, par exemple, qui dit pourquoi son appartenance au conseil scientifique, sa proximité revendiquée par lui-même avec Véran ne sont pas mises en avant, pourquoi la sortie de son bouquin ne donne pas lieu à de la défiance. Ça, est-ce que c'est des questions qui ont été posées parmi les journalistes, par exemple au sein de AFP Factuel? Parce que c'est des choses que moi j'ai pu voir passer dans des propos là, sur les WhatsApp, les propos qu'on voit passer. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez essayé de répondre chez Factuel? Alors, nous, on est des pompiers, nous. On intervient, on fait les premiers secours. Là, ce que vous dites sur les proximités de certains chercheurs avec des labos, des politiques, etc., ça, je ne dis pas qu'on ne fait pas d'enquête, mais il y a des choses au long cours. Vous l'avez peut-être vu, il y a énormément de théories qui circulent parce que il y a un laboratoire P4 à Wuhan. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais le laboratoire P4, ce sont les laboratoires qui travaillent sur des choses assez dangereuses. Donc, il y avait Bernard Cazeneuve et Yves Lévy, le mari d'Agnès Buzyn, à cette inauguration de ce laboratoire. C'est la source de nombreuses théories du complot. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut échafauder tout un tas de théories sur un tel connaît une telle, a travaillé, mais ça, c'est pas, j'allais dire, je sais pas si c'est de l'opinion, mais il faudrait un temps considérable. Et là, on est dans un temps plus long pour enquêter sur ces choses-là. Nous, c'est des choses clairement. Dès que ça verse dans le complotisme, on est incapable de répondre. D'ailleurs, c'est le problème avec toutes les théories du complot, c'est que par essence, on ne peut pas y répondre. Aujourd'hui encore, c'est pareil, on a plein de questions sur Bill Gates aurait inventé ce virus. Pourquoi Bill Gates? Je ne sais pas, sauf que c'est quelque chose qui est très partagé et qui notamment, nous, on travaille beaucoup en Afrique et qui circule énormément en Afrique. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Voilà. Donc, je suis sorti un petit peu de la question, mais en tout cas, nous, ce qu'on s'attache à faire, c'est à répondre le plus vite possible à des choses comme, effectivement, vous allez rire, mais il y a plein de gens qui pensaient qu'en buvant de l'eau chaude, ça suffisait pour tuer le virus. Il y a des gens qui pensent qu'en retenant sa respiration pendant 15 secondes, on peut déterminer ou pas si on a le virus. Donc, c'est des choses qui peuvent faire sourire, mais qui sont très partagées et c'est sur quoi on s'attache. Après, je comprends bien les questions des gens qui sont ici sur la responsabilité du gouvernement, est-ce qu'il y a du débat, etc. Bon, vous allez peut-être me trouver lâche de ne pas répondre à ça. J'avoue que moi, je suis tellement entre guillemets dans l'urgence que j'ai du mal à voir plus loin et que ça, on va me dire peut-être que ce manque de débat, c'est dans un travail qui sera fait dans un second temps, enfin je crois. Et Anne-Sophie, tu le soulignais, il y a vraiment aussi un souci dans les rédactions, c'est que travailler, tous en télétravail, c'est quand même compliqué, donc c'est pas une excuse, mais ça n'arrange pas les choses. Nous avons perdu Anne-Sophie qui va revenir, qui a des problèmes de connexion. Et je donc proposais de faire monter parmi les personnes qui ont posé des questions Olivier Fleureau, qui doit être ici. Olivier? Vous m'entendez? Très bien, tout à fait. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je ne sais plus j'ai envoyé plusieurs trucs. Donc enfin, il y avait sur la question du fact-checking. Dans mon enseignement à Sciences Po, j'ai fait intervenir quelqu'un qui a démontré de façon malheureusement très, très chiffrée et très factuelle que la bataille du fact-checking est quasiment perdue, car d'un côté, si je me souviens bien, il disait que le vrai fact-checking ne pouvait être que manuel, humain,
que la capacité actuelle de l'ensemble des médias dans le monde à faire du fact-checking est d'environ 3000 articles par mois. Et, Grégoire Le Marchand pourra me corriger. Et que en face, on a à peu près 70 pays qui, avec leurs moyens énormes, en utilisant les plateformes que l'on connaît, font du fake news de façon massive. Ça, c'est un premier point sur le fact-checking qu'il faut faire. Hein. Je n'ai rien contre le fact-checking, bien au contraire, mais enfin, j'étais impressionné. C'est Fillou qui a fait ça. Vous connaissez Fillou, peut-être? Frédéric Fillou, oui. Oui, Frédéric Fillou. J'étais un peu abasourdi à la fin de sa présentation parce que lui qui a regardé ça de très très près, je crois, dit que ça va être très difficile de lutter contre la puissance de tous les pouvoirs qui veulent faire Alors, je précise pour contextualiser qu'Olivier Fleureau, vous êtes l'ancien patron du Financial Times et également des Échos. Oui, c'était il y a un certain temps. Mais enfin, je m'intéresse beaucoup évidemment aux médias et j'anime une session dans le cadre du management de l'Executive Master sur le management des médias, l'Executive Education de Sciences Po. Mais la question que je posais, peut-être que j'aimerais poser aux journalistes aussi, c'est est-ce que les journaux qui ont subi une crise et des réductions de coûts importantes ont encore le temps de faire, et ça vaut pour les agences, encore le temps de faire vraiment de l'investigation, de mettre des gens pendant 1 mois ou 2 sur des sujets. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible? Est-ce que ça a été beaucoup réduit? Évidemment, enfin, les médias ils sont en crise profonde et bien avant le coronavirus. Et le constat que vous faites, Olivier, non, les médias. Alors je ne dirais pas qu'il n'y a plus moyen de faire de l'enquête. Et heureusement, si on prend les journaux français, les médias français font encore de l'enquête et de l'excellente enquête. Mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de moyens, il y a de moins en moins de journaux qui ont ce temps-là. Et effectivement, là, j'allais dire, au-delà du fact-checking, un des meilleurs remparts, un des remparts contre la désinformation, parce que pour combattre la désinformation, il y a plein de c'est un gros problème, mais il y a des réponses multiples. Effectivement, c'est de faire du meilleur journalisme, c'est de faire davantage d'enquêtes, c'est pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment, faire davantage place au débat, mais que tout ça demande du temps, demande de l'investissement, demande des moyens qu'aujourd'hui, clairement, la presse n'a pas. Et j'allais dire les conséquences économiques du confinement, de la crise actuelle, malheureusement, je ne crains qu'elle n'arrange pas les choses. On voit avec la chute drastique de la publicité. Donc, c'est pas très réjouissant. Il y a à l'international, il y a quelques médias qui arrivent à faire des choses assez bluffantes. On cite souvent le New York Times, mais le New York Times, en fait, il y en a qu'un, au fait. Donc, c'est un peu ça le problème. Donc, faut peut-être pas trop le prendre comme exemple, mais effectivement, la situation est difficile et ce qu'on reproche aux médias de ne pas aller au fond des choses, effectivement, résulte aussi de la crise profonde que Benoît aussi connaît très bien. Il a souvent écrit là-dessus. Et pour répondre juste pour commenter ce que vous disiez par rapport au fact-checking, alors déjà le fact-checking, moi je tiens à préciser qu'il faut rester très humble. Il n'a pas du tout l'ambition de combattre et de vaincre à lui tout seul le problème très vaste de la désinformation. Comme je disais tout à l'heure, c'est une des solutions à la désinformation. Je pense que ça sert, et je voudrais aussi dire quand même que je dresse un constat assez sombre depuis le début de la conférence, mais on reçoit beaucoup de visites, donc je ne sais pas si on convainc les gens, mais en tout cas nous on bat nos records d'audience, donc ça veut dire que ça sert, que c'est lu, que c'est consulté. On voit que les gens, sans rentrer dans les détails, restent assez longtemps sur le site et vont d'article en article. Et aussi pour dire les choses simplement, on reçoit énormément de messages
presque d'amour, de messages positifs sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, dans les mails. Donc on se dit, ça nous rassénère, ça nous fait du bien. On se dit qu'on ne travaille pas dans le vide, même si c'est parfois compliqué, qu'on est frustré de ne pas répondre assez vite aux fausses informations. En tout cas, les retours sont très positifs. Après, c'est un peu au doigt mouillé, mais on va dire, on a toujours 10% comme on dit, de trolls, de haters, voilà, qui de toute façon sont en défiance absolue par rapport aux médias, au fact-checking, enfin voilà, toutes les institutions entre guillemets. Mais on a aussi beaucoup de gens qui nous lisent et qui aiment bien. Et le fait aussi qu'on reçoit beaucoup de questions, c'est que les gens pensent qu'on peut leur apporter une réponse sensée. Donc, dans ce sens, c'est intéressant. Et dernière chose, il se trouve qu'à l'AFP, nous, on fait partie d'un programme qui s'appelle le Third Party Fact-Checking sur Facebook. Peut-être que les gens qui sont ici en naviguant sur Facebook ont peut-être déjà vu ça. En fait, il y a une 60aine de médias à travers le monde qui collaborent dans ce programme et qui fait que chaque fois qu'une publication est qualifiée de… Enfin, très concrètement, si on voit quelque chose qui est faux, qui circule sur Facebook, nous, on va écrire, on va publier sur notre site web, on va dire que c'est faux et ensuite, on va rentrer notre fact-check dans un outil que nous a mis Facebook à disposition. Et à partir de ce moment-là, si vous voyez la fausse information sur votre timeline Facebook, vous allez avoir un avertissement qui va vous proposer d'aller lire le fact-check, qui va vous dire « Attention, c'est faux ». Et si vous avez déjà partagé ou si vous vous apprêtez à partager la fausse information, vous allez recevoir une notification vous encourageant à aller lire le fact-check, encore une fois, de l'AFP ou du Monde en France ou de Check News que tout le monde connaît, voilà, ou des observateurs de France 24. On ne vous interdit pas de partager une information, même si elle est fausse. C'est la liberté d'expression. Mais en tout cas, on vous encourage à aller lire. Et l'autre chose qui est intéressante, et ça, pour le coup, on l'a constaté, c'est que nous, dès qu'on qualifie une publication de fausse avec cet outil, la viralité est stoppée. C'est-à-dire que Facebook fait chuter la visibilité de la publication fausse dans la timeline. L'algorithme, comment dire, le downgrade, excusez-moi, je ne trouve pas le mot en français, et donc la publication est beaucoup moins vue. Et on a vu parfois des publications monter très vite en nombre de partages, 30 000, 40 000, 50 000. Et mettons que ça se soit arrêté à 50 000 lorsqu'on publie notre fact-check, on voit qu'il n'y a pratiquement plus de partage après parce que la publication n'est plus mise en valeur sur le réseau social. Voilà. Okay. Merci Grégoire. Une question de Chloé Lopez, si je ne sais pas si vous pouvez parler. Oui, c'est bon. Oui. Une question qui concerne les données justement. Est-ce que toutes les données qu'on récupère, est-ce qu'elles sont vraies? Comment est-ce qu'on les récupère? Question peut-être pour Gilles aussi également, pour Gilles Boeuf sur cette question-là. Chloé, je vous laisse contextualiser votre question. Oui, alors moi c'était effectivement quand on voit des infos, moi en tout cas quand je vois des infos, j'essaye de rechercher, de creuser. Et effectivement, j'ai finalement pas beaucoup de réponses, même dans les médias. Et ce matin, j'ai vu un article, je crois, du Monde qui voilà, c'était un fact-checking sur tout ce qui avait pu être dit sur le couple Buzyn. Et en fait, cet article, je l'ai trouvé, il ne m'a pas rassurée du tout, en fait. Parce que, donc, effectivement, toutes les polémiques, elles étaient un peu commentées, mais par contre, dans l'article, il était précisé qu'il n'y avait pas suffisamment d'arguments pour y répondre. Donc, du coup, quand vous faites de la vérification de faits, est-ce qu'il y a eu suffisamment d'investigation qui a été faite pour pouvoir étayer, votre argument et contrer, en fait, les polémiques qui se disent? En tout cas, moi, ça ne m'a pas de vérifier cette information-là. Enfin, l'article que j'ai lu ne m'a pas conforté, en fait. Voilà. Gilles ou Grégoire, peut-être. Non, mais rapidement, juste, j'ai pas lu l'article en question. En tout cas, nous, en tout cas, l'AFP, ce qui est clair, c'est que, et là, je vous enjoins à regarder factuel.fp.com, on ne publie que si on est capable d'apporter un minimum d'éléments tangibles et surtout sourcés. Voilà, nous, on a une règle d'or, par exemple, c'est qu'il n'y a jamais de source off ou de façon extrêmement exceptionnelle parce qu'on va s'adresser à des gens qui sont en défiance par rapport à
souvent par rapport aux médias. Donc, en tout cas, nous, on essaye vraiment et parfois on est frustré parce qu'on sait que quelque chose est faux, où on en a l'intime conviction, on sait que c'est un tissu d'ânerie, mais d'aucune manière, on a des éléments, en tout cas, pour apporter une réponse factuelle et dire que c'est faux. Voilà, et ça vaut pour pas mal de choses qui circulent en ce moment. Mhm. Moi, j'ajouterais un petit mot. Tout à l'heure, on a parlé de la revue The Conversation, hein, la conversation. C'est un peu le but de cette revue que Didier Pourquerie avait lancée. Hein. C'est-à-dire que nous sommes scientifiques, à peu près 12 000 scientifiques en France, de tout type de discipline, hein, où notre travail, justement, c'est de décortiquer ces fake news et puis de les démonter. Hein, et de donner un éclairage. Alors, ça vaut ce que ça vaut à l'instant précis, mais je pense que ça a permis de démêler pas mal de choses. Et tout à l'heure, Grégoire disait, c'est certainement aujourd'hui un des médias qui est le plus regardé. Bon, il a un petit défaut, c'est qu'il s'adresse vraiment à des scientifiques. Il faut déjà avoir un certain niveau, effectivement, pour les lire. N'empêche que c'est vraiment un très joli appareil qui nous sert effectivement à démonter beaucoup de fake news. Bon, on parlait des vaccinations, on parlait effectivement du harcèlement, on parlait de plein de données là-dessus. Le virus a été inventé par un laboratoire. Je dirais là-dessus quand même qu'il y a un papier dans Nature sorti cette semaine qui décortique le génome de ce virus. Il est parfaitement naturel. Hein. Un humain n'était pas capable de faire ça. C'est la biologie de la nature, dans des conditions particulières, qui a créé ces 15 gènes qui nous empoisonnent aujourd'hui. J'ai une question d'un étudiant journaliste qui dit qu'il a vu passer beaucoup de fake news, non pas sur les murs Facebook ou pages Twitter, mais dans les messages privés Messenger ou WhatsApp. Comment lutter contre ces fake news qui passent par d'autres réseaux difficiles à atteindre lorsqu'on est journaliste? D'accord, moi, je parler d'initiative je sais que l'OMS a mis en place un chat sur WhatsApp et qu'il y a aussi une initiative de Havas, je crois, qui se met de plus en plus sur ces questions. Mais vous, à l'AFP, comment vous faites pour atteindre ces réseaux? On reçoit déjà beaucoup de choses par Messenger. On a aussi un numéro WhatsApp. Le problème, c'est que l'essence même de ces applis, c'est que ce sont des applications privées. Hein. Elles sont cryptées et même, j'allais dire, Facebook qui a Messenger et WhatsApp ne serait pas en mesure, en tout cas, n'aurait pas le droit de nous dire, voilà, telle fausse information a touché 1, 10, 15 millions d'abonnés. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, on demande aux gens de nous envoyer les choses, mais c'est vraiment un angle mort de la désinformation. Un angle mort. C'est pas un angle mort, mais c'est compliqué parce qu'on n'a aucune idée du volume de désinformation qui circule. Alors, au bout d'un moment, quand on reçoit 10 fois, 15 fois, 20 fois la même capture d'écran d'un message qui circule sur WhatsApp, on se dit que ça doit beaucoup circuler. Mais sachant qu'il y a aussi toujours, et c'est la crainte du fact-checker, c'est-à-dire il faut toujours trouver le point d'équilibre entre le moment où on débunk, comme on dit, où on écrit que c'est faux parce que c'est massivement partagé et la peur aussi d'en faire trop et de donner de la visibilité à quelque chose qui était resté confidentiel. Donc, il y a ce risque un peu sur WhatsApp ou Messenger, parce qu'on est incapable de mesurer, en tout cas, le volume d'échanges sur quelque chose qui circule et qui serait faux. D'accord. Alors, j'ai une autre question qui a été posée par Paul Nguyen. Alors, attendez. Paul, je vais peut-être essayer de vous donner la parole, ou est-ce que Benoît peut le faire éventuellement? On vous entend, Paul. Oui. Oui, bonjour, merci pour votre conférence. Il y a plusieurs questions sur les pandemic bonds. En fait, c'est les obligations de la Banque mondiale qui a créé. Bon, j'en sais pas plus, hein, donc je voulais avoir votre avis là-dessus, si vous le savez. Et surtout, ma deuxième question qui était par rapport aux médias actuellement en continu qui font leur fonds de commerce justement sur les émotions des gens, sur la peur des gens, sur l'anxiété des gens. Comment on peut faire pour redonner un peu plus de vertu, un peu plus de discernement et de raison aux personnes, quoi. J'ai l'impression que c'est encore pour moi la question. Oui, effectivement, il faut aussi, il faut pas taper que sur les utilisateurs des réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux. Effectivement, les médias aussi peuvent entretenir ce climat d'anxiété, reprendre des infos trop vite, ne pas bien faire leur métier aussi.
On en revient un vœu pieux qu'on exprime à toutes les conférences de médias depuis 20 ans. Il faudrait faire moins, mieux et moins vite et prendre le temps. Sauf qu'on est c'est paradoxal, on est dans l'ère de l'ultra-instantanéité et si on ne donne pas toutes les réponses dans les 10 minutes, on est jugé comme incompétent. Voilà, à l'AFP tout particulièrement. C'est-à-dire que nous, si on a l'AFP, je ne parle pas du fact-checking en général, si on est incapable de confirmer quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux, on passe pour des incompétents qui font mal leur boulot. Donc, j'allais dire, c'est un peu le cercle vicieux. On demande du temps, mais on veut tout de suite. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Aujourd'hui, le climat d'anxiété, il est aussi entretenu par les médias qui font des directs toute la journée. Qui tournent peut-être avec toujours les mêmes experts et qui ne sont pas les experts les plus qualifiés. Donc, c'est un vrai problème. Voilà. Mais je suis pas très optimiste. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois, à chaque crise, à chaque événement et malheureusement, rien ne change. Oui, mais enfin, vous m'entendez? Oui. Oui, en fait, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place, bon, pas tout de suite, je pense qu'il faut des années, pour qu'on puisse avoir plus de discernement, qu'on puisse ne pas avoir tout ce flux d'informations en continu qui joue sur ce fond de commerce, quoi, sur l'émotion, sur la peur. Et donc, comment on peut faire dans un avenir à moyen terme pour qu'on ait un peu plus de discernement, de raison pour éviter tous ces fake news. Et on est obligé de créer des choses pour pouvoir compenser ça. Donc, ça devient, on est dans l'absurdité de l'information, en fait. Qu'est-ce qu'on peut imaginer à moyen terme pour qu'on puisse avoir moins de fake news et que les médias puissent travailler sur le fond, quoi. Par exemple, je prends on n'a pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure, mais par exemple de France Culture, vous laisse le temps aux gens de parler, de développer, par exemple. Effectivement, France Culture, c'est un bon exemple et un des meilleurs articles que j'ai lu sur la pandémie. Je l'ai lu il y a 2 jours sur le site. Après, c'est difficile pour les gens, le sens de votre question, c'est est-ce que les gens peuvent se discipliner, sachant qu'on a accès à tout de suite, à tout type d'infos. Donc, finalement, il faudrait que les gens soient en diète de médias, de réseaux sociaux, mais c'est extrêmement compliqué. Là, j'avoue que je pioche un peu. Encore une fois, on est toujours à rêver de slow journalism, effectivement, on a des modèles, on en parlait à l'instant de The Conversation, où on laisse la parole aux experts. Enfin voilà, il y a plein de choses, mais au final, les utilisateurs, les gens, l'audience, je sais pas du tout péjoratif quand je dis les gens, veulent tout savoir tout de suite et ne supportent pas d'attendre. Donc, je ne les rends pas coupables, mais il y a aussi, c'est ce qui pousse aussi les médias à sans doute aller trop. Et Grégoire, à ce propos, mais aussi une question pour Gilles Boeuf. Il nous reste 10 petites minutes avant de terminer cette session. On a beaucoup entendu parler les scientifiques. Et très souvent, en fait, en tant que public, spectateur ou lecteur, on est un peu paumé parce que finalement, est-ce qu'il suffit de faire venir les scientifiques en fait, sur le plateau, les interviewer pour faire science? Est-ce qu'il ne faut pas, parce que finalement, on se rend compte que parfois, ils ne sont pas d'accord entre eux. On l'a vu récemment sur l'histoire de la chloroquine. J'aimerais bien d'ailleurs que Gilles Boeuf nous donne un peu son impression par rapport à ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement que les journalistes intègrent eux aussi des méthodes scientifiques, expliquent leurs méthodes et travaillent un petit peu de la même manière? En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir par rapport à ça? Gilles? Oui, ce que je dirais là-dessus, pour revenir sur l'histoire de la chloroquine, c'est que les scientifiques ne sont pas d'accord. Ce n'est pas aussi simple que ça, en fait. Quelqu'un a fait des manips, a émis quelque chose, s'inspire de ce qui a été fait par les Chinois eux-mêmes. Bien, on le tente, on regarde, on le fait. On ne jette pas tout le bébé avec l'eau du bain dès le départ. Donc, alors après, par contre, il ne faut pas dire non plus de l'autre côté, vous savez, c'est la panacée universelle. Je vous prends un exemple, alors un peu différent, c'est peut-être moins grave que l'histoire de la chloroquine, mais il y a quelques années, quand on s'est battu pour sauver les thons de Méditerranée, les médias sortent un article, le thon rouge au bord de l'extinction. Scientifique, on n'avait jamais dit ça.
Un an après, c'est pire, le thon rouge sauvé de l'extinction. Voilà, c'est ça aujourd'hui la communication autour de la science. Et sur un sujet comme celui de la chloroquine et puis de la pandémie, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Donc, les scientifiques aujourd'hui, certains se disent effectivement, démontrons clairement, plein de médecins l'ont dit d'ailleurs, hein. J'ai des amis médecins qui le tentent, qui le font, ça me paraît tout à fait normal. C'est plus vaut le coup d'être regardé. De là à dire ça va sauver tout le monde, ça ne va pas non plus. D'ailleurs, on l'a dit aussi, le moment durant lequel on va faire le traitement est très important sur l'issue de la pathologie. Si on regarde ça que pour les cas extrêmes, ça ne marchera pas. Donc c'est là que vous trouvez là-dedans du bon sens. Hein. Encore une fois aussi, pour un scientifique, c'est clair que la science, ce n'est pas une opinion. On ne donne pas une opinion, on donne, en vertu des connaissances que l'on a, à un moment précis, son appréciation d'une situation. Ça peut faire ça, ça peut faire ça. Mais la controverse, elle est normale. C'est la polémique qui n'est pas normale à ce niveau-là. Alors maintenant, pour diffuser de la science, je suis entièrement d'accord avec vous sur le journalisme, mais il faut trouver en fait le langage commun. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on manque de langage commun entre des scientifiques qui font des boulots excellents, qui savent peut-être moins les présenter, d'autres qui les présentent peut-être trop bien aussi par d'autres côtés, et surtout, et c'est là que moi qui suis un écologue, je n'ai pas ces problèmes-là au niveau de l'écologie, mais au niveau médical, on tombe rapidement dans des énormes considérations d'intérêt. On n'a pas, nous, en écologie, bien sûr, hein, que le papillon jaune, il fasse ça par rapport au bleu. Au niveau médical, c'est compliqué. Donc, il faut regarder aussi, d'ailleurs, dans une conversation, pour répondre tout à l'heure à ce que disait Grégoire, chaque fois qu'un scientifique s'exprime, il dit bien au démarrage qu'il n'a aucune relation particulière avec telle entreprise ou telle autre et qu'il s'exprime en son âme et conscience. Donner sans interprétation le meilleur niveau actuel de connaissance pour nous permettre de trancher. Et encore une fois, et je termine là-dessus, ce n'est pas aux scientifiques de décider ensuite. Mais je pense que si on les écoutait, ce serait quand même pas mal. Mais ce n'est pas en confrontant plein de scientifiques sur un plateau qu'on va résoudre ces considérations-là. En plus, dans une époque de crise comme celle-là, la science a besoin de temps. On ne peut pas non plus dire aux gens, écoutez, laissez-nous travailler, on verra demain. Ce n'est pas comme ça. Hein. Là, maintenant, il faut qu'est-ce qu'on fait tout de suite, là, aujourd'hui. Et là-dedans, il y a autant de science que de bon sens à mettre en place. Alors justement, puisqu'on parle de temps, est-ce qu'il n'y a pas des méthodes, Grégoire, des méthodes scientifiques dont pourraient s'inspirer les journalistes? Certainement, Benoît. Mais là, j'avoue, j'ai pas d'exemples qui me viennent spontanément à l'esprit. Mais en tout cas, que les scientifiques infusent un peu plus avec les journalistes, je pense que ça serait bien. Et on voit sur la pandémie actuelle, alors bon, nous, on a la chance à l'AFP d'être une grande rédaction avec des journalistes spécialisés. On se rend compte à quel point ils sont précieux, justement pour vulgariser des choses qui sont quand même très compliquées. Mais et là aussi, voilà, sans remettre un euro dans la machine, je pense qu'il y a aussi un manque de formation scientifique des journalistes qui est patent aujourd'hui et qui se ressent fortement. Des journalistes spécialistes de la santé aujourd'hui, il y en a quand même, je n'ai pas les chiffres, mais il n'y en a pas beaucoup en France et je pense qu'on en aurait singulièrement besoin pour éclairer un peu plus le débat. Là, je veux intervenir, si tu veux bien, Grégoire. Par exemple, sur un autre thème, l'an dernier, nous avons eu une demande de journalistes, hein, de presse nationale et régionale, sur comment on parle de l'océan aujourd'hui. Et ça a très, très bien marché, ça a duré une semaine. On avait une vingtaine de journalistes de tous les grands médias qui sont venus et on avait les meilleurs spécialistes de l'acidification, des problèmes de surpêche, des problèmes de climat qui sont venus. Et je pense que ce genre d'événement est extrêmement intéressant pour faire avancer les choses. J'en profite pour diffuser un dessin, puisque Éric Grelet, donc, qui était dessinateur pendant le festival, a essayé de nous envoyer ses dessins et on n'arrivait pas à les diffuser. Donc, du coup, je l'ai reçu par WhatsApp et je vous la partage, ce qui nous permet d'ailleurs de… J'ai vu un très bien là, oui. Voilà, de conclure. Merci beaucoup, Éric. Désolé de ce souci technique. C'était aussi… On fera mieux la prochaine fois. Voilà, on est en train d'apprendre à utiliser cet outil qui est Zoom et qu'il y a quelques soucis sur la vidéo. Merci beaucoup. Donc, il paraît que le coronavirus serait l'œuvre des conspirationnistes qui veulent nous faire croire que le climat change alors qu'aujourd'hui, il fait très beau. Voyons. Bravo. Peut-être juste qu'on pourrait conclure avec vous, Gilles, en tout cas sur
c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'info, etc. On parle aussi du traitement de la crise. On n'a pas tellement parlé de biodiversité. Je sais que vous êtes un spécialiste de la biodiversité. Est-ce que cette pandémie, en fait, est un résultat de la fragilité de la biodiversité aujourd'hui? Oui, complètement, complètement. En fait, tout à l'heure, on l'a dit à plusieurs reprises, vous savez, ces pandémies, elles naissent par le transfert d'un pathogène d'espèce animale sauvage à une espèce domestique et ensuite aux humains, ou quelquefois directement du sauvage à l'humain, si jamais le sauvage est amené sur des marchés, comme c'était le cas de ces pauvres pangolins ou ces chauves-souris, la Cyrinolophus des Philippines à Wuhan. Donc c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, il faut qu'on arrête cette idée qu'on a. La nature, c'est un lieu d'exploitation infini. Hein. On va tirer, c'est des ressources. C'est autre chose que cela. Je pense que c'est vraiment une profonde relation à la nature qu'on doit aujourd'hui effectivement revoir. L'humain oublie qu'il est fait de autant de cellules humaines que de bactéries, que ce dialogue entre nos bactéries internes sur nous et dans nous est essentiel pour qu'on aille bien. L'obésité, le diabète de type 2, l'autisme, l'Alzheimer sont des pathologies liées au fait que cette symbiose ne marche plus. Un arbre, c'est considérablement plus de micro-organismes que ce qu'on voit d'un arbre. On est tous entrelacés, comme disait un ami qui s'appelle Eric Batteste, hein, et je pense qu'on l'a oublié. Ce qui veut dire que si on continue à avoir ces relations avec le vivant, exploitation, on détruit, on met dans des eaux, on fait tout ce qu'on veut, hein, ça ne va pas. Donc il y a une vraie mentalité à changer. Il faut quand même rappeler ce que disait il y a juste un an, c'était le 6 mai 2019, le rapport de IPBES, c'est l'équivalent du GIEC climat pour le vivant. Il disait en fait, partout elle s'en va, cette diversité biologique. Quand on ouvre la forêt tropicale, les chauves-souris sortent. Vous avez vu ces images extraordinaires ces temps-ci du sauvage qui remet dans les grandes villes. Il y avait une image magnifique ce matin d'un jeune puma à Santiago du Chili. Il y avait des sangliers au centre de Barcelone. Moi, ce matin, je voyais des grèbes ici, à côté de la maison, en plein Bordeaux. Comment est-ce qu'on retrouve une vraie dignité? On refuse la dignité aux animaux. La nôtre, c'est de leur donner aussi quelque chose qui puisse exister. On consomme la moitié de la planète pour les humains et les animaux domestiques. Il y a plus de masse de vaches sur la Terre que de masse d'humains. C'est tout ça qu'il faut qu'on revoie. 23 milliards de poulets en élevage. Comment est-ce qu'on fait? Comment on réfléchit pour retrouver beaucoup plus d'harmonie? Mais la question que vous me posez, c'est clair, vous avez tout à fait raison, Benoît. On est sur quelque chose qui correspond aujourd'hui à un irrespect total du vivant. Alors, ce n'est pas une vengeance du vivant, hein, mais on va rencontrer ce genre de questions. Et comme je disais tout à l'heure en démarrant, il faut quand même bien voir que 15 petits gènes et puis l'ARN de ce petit virus sont capables quand même d'emmerder les presque 8 milliards d'humains. C'est intéressant d'y réfléchir. Grégoire, est-ce que tu souhaites apporter un petit commentaire? Parce que j'ai vu passer en effet toutes ces images, moi, de villes ou d'endroits où on revoit de la nature en ville, mais j'ai vu aussi qu'il y en avait qui n'étaient pas forcément véridiques. Est-ce que vous avez fait un fact-checking de tout ça, quoi? Les faits ne sont pas toujours non plus… Non, pas encore, mais je pense qu'on va en avoir. On a fait quand même… Il y avait quelque chose qui a beaucoup circulé, pour terminer sur une note d'humour, mais que plein de gens ont pris au premier degré. C'était comme quoi Poutine avait lâché des lions pour que les gens restent confinés chez eux. Je vous vois tous sourire, mais bon, des gens n'y croyaient pas, mais beaucoup de gens y croyaient aussi. Voilà. Donc, mais pour abonder de ce que disait Gilles Boeuf, il se trouve que sur la vidéo qui a le plus marché sur les réseaux sociaux pour l'AFP ce week-end, c'est 15 secondes de canard qui marche devant la Comédie Française. Voilà. Et cette vidéo cartonne. Voilà. Et il y en a plein sur le lac de Bordeaux en ce moment-là. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter. C'était passionnant. C'était un premier essai, donc on a eu quelques soucis techniques, mais on a appris finalement, on va apprendre à les maîtriser petit à petit. Je pense que ça sera l'occasion d'en refaire. Il y a énormément de questions en fait. Il y a 49 questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc, on va essayer d'être plus souple la prochaine fois. Et vous avez été tous assez nombreux à venir. Donc, on va voir si on reproduit ça dimanche prochain, si ça vaut le coup en fait, et si c'est intéressant pour vous, si c'est utile surtout. Anne-Sophie, je te laisse conclure. Oui, alors surtout, voilà, nous c'était un test, mais si c'est quelque chose que vous trouvez utile, n'hésitez pas à nous en faire part. On a déjà eu beaucoup de messages de remerciements, donc merci à vous d'être aussi enthousiastes. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire sur quel sujet vous aimeriez qu'on fasse
peut-être un petit point dans les semaines à venir, parce que c'est assez simple à organiser. On espère que l'horaire vous convient. Il nous semble que le dimanche est peut-être plus pertinent que le samedi. Voilà, on va essayer. Donc la vidéo va être mise en ligne. Je crois qu'on a réussi à avoir un enregistrement, peut-être, ou pas, ou entre on verra. On a des morceaux de vidéo. Mais... Bon, on verra ce qu'on fait. On pourra peut-être faire un petit récap en ligne. Je ne fais pas trop de promesses. On va voir comment on fait. Mais voilà, c'est un peu, on avance en marchant, comme on dit. Donc, en tout cas, merci encore à Gilles Boeuf et Grégoire Lemarchand. Vous pouvez donc aller voir leurs travaux. Donc, Gilles prend beaucoup la parole dans de nombreux médias dernièrement. Très bel article dans Sud-Ouest. Tu écris aussi dans The Conversation. Tu participes aussi à des réseaux avec les youtubeurs d'On est prêt. Et Grégoire, donc du coup, vous suivez les travaux de l'AFP Factuel. En ce moment, je trouve que les journalistes, de manière générale, qui font de la vérification des faits, font beaucoup de beau travail. Donc, on peut en effet les remercier, en tout cas, voilà, tant que possible. Merci tout le monde. Merci, bonne soirée, bon dimanche. À très bientôt. À bientôt.